retour pour un nouveau CQFR avec Shai, comme tous les matins, pour décrypter l'actualité du basket, ce qui s'est passé dans la nuit. Il y a eu pas mal de choses hier encore. Une finale qui a été suivi, je pense, par des millions de téléspectateurs. C'était la finale de la Summer League. On vous en parle un petit peu plus tard. Mais surtout, il y avait le dernier match de préparation de Team USA pour les Jeux Olympiques. Une confrontation Team USA-Allemagne qui a tenu ses promesses. Match qui a été serré tout du long, en tout cas jusqu'aux 3 dernières minutes peut-être. Il a fallu les 3 dernières minutes du match pour que Team USA fasse la différence. Et encore, c'est une victoire courte, 4 points, 92-88 au final, avec à nouveau un LeBron James de super classe. Ouais. On a l'impression qu'il a remonté l'horloge temporelle tout seul. Shai, quels sont les grands enseignements de ce dernier match pour toi? LeBron est vraiment le joueur décisif de cette équipe. On dirait que tout va passer par lui dans les dernières minutes. Ils étaient menés d'un point à 4 minutes de la fin. Les Allemands ont fait un très bon match, même si ils ont été maladroits. Et LeBron, 11 points, 4 sur 4 dans les dernières minutes, et il a vraiment pris les choses en main. Je pense qu'il a eu envie, et il a envie globalement de montrer quand même qu'il est à l'origine du projet de réunir tous ces joueurs-là. Il y a maintenant l'étiquette de porte-drapeau de la délégation américaine qui accompagne tout ça. Et l'enseignement, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression que c'est le patron de l'équipe. On savait qu'il serait pas là dans un rôle de figurant parce qu'il aura bientôt 40 ans. On savait qu'il serait impliqué, mais je trouve que dans la prise de décision, dans la prise de responsabilité, il est encore plus impliqué que ce à quoi je m'attendais. Et autre enseignement, c'est que les matchs ne sont pas faciles pour Team USA. J'ai beau dire après dans chaque CQFR que je pense que les Américains ont une marge et vont l'emporter. Force est de constater que ce soit l'Australie ou l'Allemagne, même si les États-Unis gagnent à la fin, et c'est leur 5e victoire en 5 matchs, les équipes en face leur posent des problèmes. Donc là, cette équipe d'Allemagne qui perd que de 4 points. Juste avant, il y avait ce match un peu bizarre contre le Soudan du Sud, où LeBron, à nouveau, les a sauvés. Donc, voilà, enseignement, c'est que il y a, je pense, toujours une marge. J'ai l'impression qu'en compétition officielle, ils seront un peu moins en difficulté globalement, surtout sur des matchs contre des équipes inférieures. Mais attention quand même, ça montre vraiment qu'il y a là, dans ce tournoi olympique, il y a un niveau assez incroyable, et une densité de talent au niveau des équipes qui est invraisemblable. Ouais. Ouais, je partage ton avis, Shai. En fait, quelque part, je pense que c'est la préparation idéale pour Team USA, avec une montée en pression en termes de difficulté dans les adversaires et dans les scénarios de match. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais là sur la fin de match, effectivement, LeBron a pris les responsabilités, mais tu sens qu'il y a une espèce de logique collective où il n'y a pas eu du tout 2 fois de suite, parce que c'était pareil pour la fin de match contre le Soudan du Sud, où c'est lui qui va mettre le lay-up décisif, même si le Soudan a une dernière possession. Un petit peu. Bon, bref, on va pas revenir, mais il y a potentiellement un no-call quand même sur la dernière possession du Soudan. Mais en tout cas, voilà, tu sens qu'il y a une logique comme. Enfin, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, quand je l'ai vu prendre les responsabilités, ça m'a un peu fait penser à la finale des Jeux Olympiques 2008, quand en gros Kobe prend la balle et dit, sans le dire, mais poussez-vous. Et puis tu sentais aussi qu'il y avait une espèce de logique dans ce qui se passait. Notamment à l'époque, c'était justement LeBron et sa génération qui avaient laissé Kobe prendre les choses en main. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Tu voyais les réactions du banc après ces paniers à la fin, là, où le LeBron est extraordinaire sur la fin du match contre l'Allemagne. Tu voyais les mecs qui célébraient, qui venaient lui taper dans la main. Ça, je pense que c'est intéressant en termes de hiérarchie d'équipe et de la manière dont les choses se structurent. Par contre, tu as raison, cette équipe de Team USA qui a été quand même en difficulté, et tu parlais de la maladresse des Allemands, même dans les 4 dernières minutes, ils ratent beaucoup de tirs qui sont tout à fait, qui sont pas des tirs, comment dire, particulièrement compliqués, qui sont dans leur registre. Je pense qu'il y a eu un petit peu de gourmandise de la part de Dennis Schroeder sur la fin, offensivement, ou peut-être qu'il aurait pu essayer de trouver d'autres solutions, mais Obst, par exemple, qui a un shooter d'élite, sur la fin, il a plus du tout d'adresse, et je vais te donner la stat, parce que l'Allemagne, notamment dans les tirs à 3 points, je pense qu'ils ont ciblé effectivement que la difficulté pour Team USA, ça serait peut-être d'être bon dans les rotations par manque d'expérience collective. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de tirs à 3 points. Ils en ont pris 45 hier, l'Allemagne, et ils terminent à 13 sur 45. Et certains sur la fin qui étaient relativement ouverts pour des tirs de très haut niveau. Tu sais que de toute façon, tu vas pas être tout seul, hein, mais donc voilà, victoire malgré tout, c'est important, hein, parce que nous, voilà, on regrette pour l'équipe de France de ne pas avoir pris les matchs à l'arrache. Et il faut que tu les gagnes. Et je pense que c'est intéressant cette montée en puissance. Alors pas forcément des résultats de Team USA, mais du moins de l'adversité. Ça permet d'arriver, Team USA va arriver en compétition en sachant
que rien n'est gagné. Et quand on se rappelle des déclarations de Kevin Durant qui espérait gagner tous les matchs de 45 points d'écart, voilà, je pense que ça s'est dissipé pour tout le monde et que c'est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux à Team USA. Ouais, bien sûr. Bah, ce sera a priori pas le cas, hein. Alors, ils vont pas gagner de 45 points tous les matchs, mais je persiste à croire qu'ils ont quand même encore des paliers, des niveaux à franchir, qui sont capables d'accélérer. Parce que là, mine de rien, il fait quand même, même s'il a reconduit le même 5 que lors du dernier match, il y a quand même une rotation qui s'installe. Il y aura peut-être pas exactement le même temps de jeu lors de la compétition. LeBron joue que 18 minutes, hein, lors de ce match contre l'Allemagne. Peut-être que ça va bouger un peu et ils ont la capacité de, à un moment, mettre que les joueurs qui ont un impact positif sur la rencontre et donc de dominer peut-être un peu plus largement les matchs, mais ça reste de la théorie. Je voulais noter aussi que je pense que le joueur le plus régulier depuis le début de cette préparation pour Team USA, c'est à mon avis Anthony Davis, qui est bon, là il est en sortie de banc, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il apporte tellement de choses en attaque, rebond, défense. C'est là, enfin, je veux dire, l'effectif américain est tellement large. Là, donc, tu as Embiid qui est titulaire, qui apporte ce qu'il est capable d'apporter, même il semble pas à 100%, il semble pas totalement encore adapté, même si ça va quand même bien mieux sur les 2 derniers matchs. Et puis, bah, si Embiid, il s'avère qu'il y a soit un problème de faute, soit que son profil n'est pas adapté au match, eh ben, tu as Bam Adebayo, tu as Anthony Davis. C'est quand même très, très compliqué à gérer. Et je trouve qu'Anthony Davis a vraiment un bel apport pour Team USA dans cette préparation. Ouais, totalement d'accord avec toi. Hier, je pense que c'était probablement le meilleur match de Joel Embiid. Voilà, 22 minutes. Il termine avec que je vous donne ses stats, 15 points à 5 sur 8 au tir, 8 rebonds et surtout 5 passes, une interception. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Là, aucun joueur n'a joué plus de 25 minutes, par exemple, hier dans l'effectif de Team USA. Parmi ceux qui n'ont pas joué du tout, bah, il y a Kevin Durant, finalement, qui sera passé au travers de toute la préparation. À voir maintenant quand même hein, s'il sera apte à disputer des matchs et dans quelle mesure pour la suite. Ouais, C'est bizarre quand même. Enfin, du coup, j'y pense comme ça sur l'instant, mais donc Kawhi Leonard n'a pas été pris parce qu'il aurait, enfin, il aurait été en délicatesse avec je sais quoi au niveau physique, alors qu'il a quand même fait les 4 entraînements, les 4 premiers entraînements, il y a participé. Apparemment, il était bien. Les Clippers n'avaient apparemment pas fait la demande de le récupérer. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Kevin Durant est blessé au mollet. Il a joué aucun des matchs de préparation, mais ils l'ont maintenu dans l'effectif. Donc bon, je comprends pas tout. Mais ça me va très bien qu'il y ait Kevin Durant, hein. J'aime bien le côté clinquant de l'équipe et qu'il soit là, c'est top. Mais je comprends pas tout en fait. Tu vas apporter de l'eau au moulin de Jalen Brown, hein, qui va souligner que Kevin Durant est un athlète Nike et que c'est pas le cas de Kawhi Leonard, hein, qui est représenté par New Balance. Voilà. Mais effectivement, on peut se poser des questions. Donc, KD qui a pas joué du tout. Même chose pour Tyrese Haliburton qui avait déjà joué 7 minutes simplement contre le Sud-Soudan. Pour l'instant, voilà, on savait de toute façon on sait quand tu pars avec une équipe nationale que tout le monde peut pas forcément jouer tout le temps. Donc, je pense que la hiérarchie elle est en train de se mettre en place de cette manière-là. Voir bien sûr si KD arrive à retrouver son niveau, ben, il fera partie de la rotation. Et puis, je pense que c'est plutôt Derrick White qui devrait glisser dans ce 11e spot. À voir pour la suite. Tu l'as mentionné rapidement, LeBron qui sera porte-drapeau des États-Unis pour la délégation américaine aux Jeux Olympiques. C'est simplement la 3e fois de l'histoire que c'est un basketteur qui représente les États-Unis lors de cet événement. C'est ça. Alors, en tout cas, enfin, un basketteur masculin, parce qu'il y a eu deux femmes qui ont eu cet honneur-là d'être co-porte-drapeau, parce que tu sais qu'à chaque fois, il y a un homme et une femme, un athlète et une athlète qui représentent le pays. Et par le passé, il y a eu Don Staley et Sue Bird plus récemment, mais par contre, jamais de garçon. Et donc, LeBron qui a été élu par ses pairs, parce il y a des candidatures, donc sa candidature a été soumise par d'autres athlètes. Là, en l'occurrence, c'est Steph Curry qui avait fait la vidéo de candidature pour convaincre les autres athlètes olympiques de voter pour lui. Et donc, ce sera LeBron. Alors, j'ai vu qu'aux États-Unis, tout le monde n'était pas content. Parce qu'ils auraient préféré que ce soit un athlète d'un sport moins médiatisé et qui, du coup, pour lequel ce serait l'occasion d'être médiatisé à cet instant. Euh, Notamment bah, en France, quand tu vois ce qui a été fait, ce qui a été fait en France cette année, il y a donc Florent Manodou, le nageur, et Mélina Robert-Michon, qui est spécialiste du lancer de disque. Donc c'est une autre approche. Les États-Unis ont choisi le clinquant avec LeBron, qui est déjà une superstar mondiale. Je disais juste ça parce que j'ai lu des gens qui râlaient, des gens d'autres sports, et je peux tout à fait le comprendre. Mais pour LeBron, tu vois, c'est vraiment ces Jeux Olympiques,
j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très symbolique pour lui. Il s'est tout de suite impliqué dans le projet, dans l'idée de rassembler, si possible, une Dream Team. Je remets des pincettes, je sais que tu y tiens. Mais en tout cas, les joueurs avec le plus gros CV possible pour pouvoir dire j'ai fait partie de cette équipe-là, j'ai été le chef de file de cette équipe-là. C'est lui qui a appelé Steph Curry, c'est lui qui a appelé Kevin Durant, qui a piloté le projet. Et il va en plus être porte-drapeau. Donc je pense qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose de symbolique pour lui. Et ces Jeux Olympiques lui tiennent vraiment, vraiment à cœur. Ouais, carrément. Et LeBron, on en parlait tout à l'heure, on l'a mentionné, effectivement, ce match contre le Soudan du Sud, match incroyable qui a été gagné d'un seul point finalement sur la toute fin avec LeBron qui va mettre un leg-up dans la raquette. Euh, Dans la suite de ce match, il y a une sortie honteuse, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, Ouais, de c'est la part de catastrophique. Gilbert Arenas au sujet du Soudan du Sud. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est pas la première fois hein, qu'on s'offusque des propos assez stupides, qui vont de stupides à choquants venant de Gilbert Arenas, mais là j'ai l'impression qu'il s'est vraiment surpassé en la matière. Il s'est totalement surpassé. Il a déjà eu des propos qui avaient des relents xénophobes, on va dire, notamment sur Nikola Jokic, sur d'autres sujets. Le truc, c'est qu'Arenas fait partie des gens divertissants parce que quand il s'exprime, tu regardes et tu dis ah dedans il va placer deux trois blagues, tu vas sourire. Mais le propos global est quand même soit stupide, soit complètement déplacé. Là, ouais, là, il s'est surpassé parce que il parlait du Soudan du Sud du fait que les États-Unis avaient été mis en danger. Donc, je vais te lire la citation de Gilbert Arenas. Les gars ont failli perdre contre des Africains. Et donc, il est mort de rire derrière. On a failli perdre contre des. Et là, il mime des tirs de Sarbacane. Donc, voilà, on comprend ce que ça veut dire. Le King a dû nous sauver. On a failli perdre contre la tribu Ahi Ahi. Donc, je connais pas, mais j'imagine bien ce que c'est. C'est dingue. Embiid a lâché le match pour ses cousins. Voilà. On n'est pas censé perdre contre Air Up There. Je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque, c'était le film où Kevin Bacon va recruter un jeune joueur de basket en Afrique. Ils n'ont même pas de chaussures. Ce sont les États-Unis qui leur donnent leurs chaussures. Là-bas, ils n'ont que des cercles, pas de filets. J'ai vu qu'à l'époque, Manu Tebol devait marcher 1 heure et demie pour trouver un panier de basket. Il tire sur des putains de paniers en bois dans la boue et sans chaussures. Donc, il était très content de ses sorties, de toutes ces comparaisons entre l'équipe du Soudan du Sud et des tribus africaines et tout ça. Je ne sais pas s'il a regardé le match, s'il s'est renseigné aussi sur le profil des joueurs du Soudan du Sud. C'était déjà une équipe intéressante et en progression lors de la dernière Coupe du Monde avec des joueurs qui, pour certains, ont goûté à l'NBA, d'autres jouent dans des bons championnats aussi. Je, j'ai à la fois pas compris et à la fois été totalement dépité par ce qu'il a dit parce que même nous, on en parle. Tu vois, sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'on doit en parler parce que ça lui fait de la pub, mais c'est juste que c'est désolant. Et si ça peut dissuader au final d'écouter ce qu'il dit, je pense, parce que c'est bien mignon que ce soit divertissant de temps en temps, mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ouais, c'est vraiment triste et dingue en fait parce que c'est quelqu'un. Bon, c'était déjà compliqué quand il était joueur, hein. Voilà, faut pas se voiler la face. Il avait ce côté divertissant au début de sa carrière notamment. Bah, en fait, quand il était bon au basket, il était plutôt divertissant même dans ses prises de parole parce qu'il était effectivement, il cassait le moule, il n'était pas politiquement correct, etc. Mais là, depuis qu'il est sorti de la NBA, suite aux affaires que vous connaissez, c'est vraiment dramatique. Tu parlais de Jokic, mais c'était pas simplement Jokic. L'an dernier, il avait dit que le meilleur moyen pour finalement faire en sorte que la défense revienne en NBA, ça serait d'interdire l'accès des Européens au championnat NBA. C'était ça sa solution. Et donc, Ouais. voilà, par exemple, tu parlais de xénophobie ou de bêtises crasses. Visiblement, il n'avait pas fait gaffe que Yanis Antetokounmpo, par exemple, était un joueur grec. Donc, je ne sais pas s'il correspondait au standard du joueur européen, si ça lui suffisait ou pas. Ouais, c'est juste dramatique. Honnêtement, j'espère quand même qu'il y aura. Je parle pas forcément de répercussions, mais que ça fera le buzz quand même cette sortie qui est purement raciste et xénophobe. Et j'espère Mm. que voilà, ça aura. Pour le coup, j'espère que ça aura comment dire que ça. Ben oui, que ça générera un petit peu de mauvais buzz, en tout cas que ça forcera certains à s'élever ou à s'exprimer là-dessus, parce que sur sa plateforme, il y a pas mal d'anciens joueurs aussi qui passent dans ses interviews, dans son podcast, etc. Là, c'est quand même assez dingue, franchement. En 2024, je sais que bah, même chez nous en France, on peut être alarmé du retour de certains propos comme on l'a été récemment, et que ça continue, et il faut continuer, je pense, à être vigilant sur ces choses-là. Mais là, c'est quand même des. C'est dingue, t'as l'impression d'être.
On se rappelle en 92 quand Charles Barkley parlait des joueurs De l'Angola, ouais. de l'Angola, exactement, des stéréotypes qu'il avait colportés, mais déjà ça avait choqué en 92, et en 2024 des propos comme ça, c'est juste dingue, je comprends pas ce que ça veut dire, et je trouve ça honnêtement très dérangeant pour cette équipe hyper valeureuse du Soudan du Sud, qui est menée quand même par des joueurs qui sont assez impressionnants, je trouve, de maturité. Je pense notamment à Wenyen Gabriel là, qui s'est exprimé après la presque victoire à Team USA avec énormément de classe. Voilà, je trouve ça dérangeant, je trouve ça injuste en fait pour cette équipe du Soudan du Sud. On devrait célébrer leur quasi-exploit, hein. Encore une fois, vraiment, ils auraient très bien pu prendre ce match, ce qu'aurait été sans doute l'événement sportif, en tout cas en ce qui concerne le basket, le plus important de leur histoire, même si c'est pas en compétition officielle. Je trouve ça, voilà, honteux que finalement c'est ce type de propos qui ressortent alors qu'il y avait une performance à célébrer tout simplement. Ouais, et le problème, c'est qu'il n'y aura pas de répercussions pour Arenas parce que il fait vendre, entre guillemets, il fait cliquer les extraits des émissions, de ses émissions et de ses invités, parce que ses invités aussi sont gratinés parfois quand même, hein. Oui, Kenan Donc, Martin notamment, hein. Kylian Martin, il en sort des belles aussi. Mais au final, on en parle, les gens en parlent, ils réagissent au truc, ils s'offusquent, ils rigolent et ça marche. Donc même, enfin, je veux dire, la boîte de prod qui produit ces podcasts, je pense, se frotte les mains parce que ah bah tiens, il a encore dit un truc, donc ça va cliquer, donc on va faire des vues, donc on va faire des sous. C'est un peu, c'est un cercle vicieux. Mais je pense quand même qu'il faut souligner pour pas que ça passe inaperçu en fait. Du genre, ah, il a dit ça et du coup, bah, ça va peut-être inspirer des gens à se moquer entre guillemets, à faire des comparaisons hyper foireuses comme ça. Et ouais, donc je pense qu'il faut quand même, même si on dit toujours, faut pas faire de la publicité aux propos comme ça, bah faut quand même les dénoncer, je pense. Et même si nous, bah, Gilbert Ananas, on a strictement rien à faire euh, que nous, on dénonce ses Que l'équipe propos. basket session Voilà, c'est ça. voilà, s'élève. Tu vois, ils ont demandé à Joel Embiid, ils lui ont posé la question après parce que bah, quand même, il est ciblé. Il dit tes cousins, bon, super, entre le Cameroun et le Soudan du Sud, pas bien quel lien à part le continent, voilà. Et bon, ouais, il a dit que c'était pas bien parce que l'Afrique avait apporté au basket machin, mais il sait pas non plus, tu vois. J'aurais presque espéré qu'il pète un câble et qu'il l'insulte, qu'il soit scandalisé et qu'il demande des sanctions. Enfin, il n'y aura pas de sanctions, hein, encore une fois, mais ouais, je pense qu'il faut le dire quand il y a des propos comme ça, quand même. Ouais, non, non, mais je partage et il faudra expliquer à Gilbert Arenas que l'Afrique n'est pas un pays. Déjà, Bref, ouais. allez, ouais, passons. Dernière info, oui, importante quand même, on peut le dire. Il se jouait hier la finale de la Summer League entre le Miami Heat et les Memphis Grizzlies. Et Mm. c'est donc, pardon. Attends, j'allais te donner le mauvais résultat. Si, c'est bien le Miami Heat qui s'est Oui. imposé sur un panier décisif du joueur représenté par Shai Mamou, dont il nous parlait hier, Pele Larsson, qui a inscrit le panier décisif donc, de ce match qui a été très disputé. Ouais, le match s'est fini en prolongation sur un format un peu particulier à la J-League où si à prolongation, tu dois atteindre un certain total. Là, il fallait atteindre 120 points et Pele Larsson a mis un espèce de flotteur pour permettre au Heat de remporter la victoire. Je suis assez content pour une fois. Je te dis, tiens, celui-là, je l'aime bien. Je t'avais même dit que je l'avais annoncé un peu trop haut dans la mock draft. Je crois, je veux pas dire de bêtises, j'avais dû le mettre 15 en 15 ou 16, quelque chose comme ça. C'est avéré qu'il est parti plus loin au deuxième tour, mais tu vois, le Heat l'a récupéré. Il a fait une plutôt bonne Summer League et il est décisif là-dessus. Un Suédois j'espère qu'on verra dans la rotation de temps en temps et devenir l'un de ces fameux joueurs du Heat que personne attend ou dont personne se souvient qu'ils ont été draftés, mais qui s'avèrent être des super choix. Être des super choix. Et le Heat qui a donc gagné 6 victoires en 6 matchs. Ils ont le MVP de cette finale avec Josh Christopher, qui est déjà un habitué de la NBA, qui a 2-3 saisons à son actif, notamment du côté des Rockets. Mais belle victoire de Miami est-ce qu'ils ont des joueurs dans l'équipe type? J'avais noté l'équipe type, mais oui, je crois que Kelly Ware, C'est ce que j'allais dire. Ouais. dont on a parlé ces derniers jours, qui est dans le meilleur 5 de cette Summer League avec Gigi Jackson et Scottie Pippen Jr. qui étaient opposés au Heat cette nuit du côté des Grizzlies. Rich Shepard, quand même, le troisième pick de cette draft-là, et Jordan Miller du côté des Clippers qui complète ce 5 de départ. Ouais, c'est toujours intéressant, notamment pour le Miami. Ce qui est pas mal, c'est que finalement, dans leurs joueurs décisifs, il y a eu leurs deux rookies, donc Pele Larsson et effectivement Kelly Ware, qui a à nouveau fait un gros match, 21 points, 10 rebonds à 8 sur 10 au tir. Alors que du côté des Grizzlies, c'était surtout parmi leur trio de tête. Oui, deux C'est des joueurs d'entre eux déjà sont des confirmés, joueurs. ouais. Voilà, exactement. Scottie Pippen qui a refait un gros match, 29 points.
5 rebonds, 11 passes. Jack Laravia qui a terminé avec 32 points, 6 rebonds. Et donc Gigi Jackson 2 qui termine avec 28 points, 9 rebonds, 2 passes. Voilà, l'objectif là c'était vraiment de gagner. Les rotations ça a été beaucoup plus resserrées que dans le reste de la Summer League. Mais ça reste intéressant effectivement, et notamment du côté du 8, on le sait, une équipe que j'aime plutôt bien et qui a besoin de joueurs. Donc c'est pas mal s'ils ont trouvé 2 joueurs à la draft qui leur permettront qui pourront être alignés dans leur rotation. Ça sera forcément un coup gagnant pour eux. Ouais, et dans le deuxième 5 du coup, je suis retombé dessus, il y a un autre joueur du 8, c'est Jaime Raquez Jr., qui fait partie du deuxième 5. Il y a des rookies de cette année, donc c'est aussi intéressant. Donovan Clingan est dans le deuxième 5. Bob Carrington, que j'aime beaucoup aussi, tu sais, que j'avais mis assez haut dans ma draft du côté des Wizards, qui est dedans, et Jalen Wilson des Nets, et Jarace Walker, qui était rookie la saison dernière du côté d'Indiana, qui fait aussi partie du deuxième 5. Voilà, bah écoutez, voilà en gros ce qui s'est passé dans la nuit et la journée d'hier. Sachez que ce soir, il restera un match de préparation pour les filles de Team USA qui affronteront l'Allemagne à nouveau à l'O2 Arena de Londres. On reviendra sur tout ça demain avec Shai. Il me semble que ce match-là aussi devrait être disponible directement sur YouTube, comme c'était le cas du match d'hier des garçons. Je crois bien, donc, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez regarder le match en direct, pas besoin d'avoir le League Pass forcément sur la chaîne YouTube de la NBA ou de la WNBA à vérifier, mais je pense que vous devriez pouvoir avoir accès à ce match-là. Et bah, nous, on sera là demain pour débriefer tout ça. Shai, une late session ce soir ? Normalement, oui. Voilà, donc restez à l'écoute. De toute façon, on vous donne toutes les infos sur Twitter si jamais il y a un changement d'horaire ou quoi que ce soit. Sinon, vous savez où nous trouver sur notre chaîne Twitch. Et nous, on vous dit à demain pour un nouveau CQFR. Ciao à tous. Ciao.